Où va aller Bitcoin entre avril et juin 2025? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en 5 sections. Premièrement, les politiques de Trump et leur impact. Deuxièmement, est-ce qu'une récession est à venir? Ensuite, on verra le court terme pour Bitcoin, donc les scénarios probables. On verra ensuite est-ce que c'est la fin du cycle avec l'analyse on-chain et on terminera avec l'analyse psychologique en macro et en crypto pour comprendre comment le marché se comporte aujourd'hui et à quoi s'attendre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, disclaimer évidemment, tout ce que je te dis aujourd'hui, ce n'est pas un conseil en investissement. Tu es responsable à 100% de tes choix, de tes décisions. Je te partage mes analyses grâce à mes 9 années et demie d'expérience dans ce marché. Maintenant, tu en fais ce que tu veux. Alors, que se passe-t-il vraiment avec Trump actuellement? Beaucoup pensent qu'on est en pleine guerre commerciale, mais en réalité, c'est autre chose. On assiste à une manœuvre de refinancement massif de la dette américaine. Les États-Unis sont endettés aujourd'hui à hauteur de 36 000 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que comme la plupart des États du monde, ils ne sont pas rentables. En 2024, les dépenses fédérales étaient de 6,75 trillions de dollars, alors que les recettes n'étaient que de 4,9 trillions. En 2025, les recettes sont estimées à 5,2 trillions de dollars, et cette année, Trump cherche à rendre les États-Unis plus rentables. Et pour ça, il augmente les recettes en taxant davantage les importations, et il réduit les dépenses publiques. Mais le vrai défi, ce n'est pas ça. Le gros morceau, c'est de refinancer les 9 000 milliards de dollars de dettes arrivant à échéance. Le souci, c'est que cette dette avait été contractée à des taux proches de 0%. Mais aujourd'hui, les taux sont plutôt autour de 4,2%. Refinancer maintenant coûterait très cher en intérêt. Du coup, Trump joue une autre carte. Il crée de l'incertitude sur les marchés. Pourquoi? Parce que quand les investisseurs paniquent, ils vendent leurs actions et achètent des obligations américaines jugées plus sûres. Résultat, la demande d'obligations augmente, les rendements baissent et donc le coût de la dette pour l'État diminue. Pourquoi? Si beaucoup d'investisseurs veulent acheter des obligations déjà existantes sur le marché secondaire, leur prix monte, donc leur rendement chute. Ces rendements sur le marché secondaire deviennent une référence pour les nouvelles émissions de l'État. Et quand le Trésor américain émet de nouvelles obligations, il doit proposer un taux d'intérêt compétitif, proche de ce que le marché offre sur le marché secondaire. Si les rendements sur le marché secondaire sont bas, l'État peut émettre à un taux plus bas aussi, car les investisseurs sont prêts à acheter ces nouvelles obligations à rendement réduit. Quand les taux auront bien chuté, les USA pourront refinancer leurs 9 000 milliards de dettes à moindre coût, réduisant ainsi leurs charges d'intérêt. Pour cela, ils vont émettre de nouvelles obligations vendues à la Fed et au reste du monde. Comme tous les 4 ans, les USA refinancent leur capital, c'est-à-dire qu'ils repoussent son remboursement, mais ils doivent continuer à payer les intérêts. En chiffres, en 2024, les intérêts sur la dette ont coûté 881 milliards de dollars. En 2025, ce sera près de 1000 milliards de dollars, soit 14% des dépenses publiques contre 12,5% pour la défense. Les USA doivent redevenir rentables pour réduire leur endettement. Et Trump veut corriger ça. Le plan Trump est simple mais puissant. Objectif, réatteindre le seuil de rentabilité, stimuler la croissance et la production locale aux USA, réduire les dépenses avec le programme Doge pour couper 1 trillion de dollars de dépenses, réduire les dépenses militaires. Oui, il a toujours voulu retirer les USA des conflits, réduire la protection militaire internationale et donc réduire le budget de l'armée, la plus grosse dépense du pays. Souvenez-vous, les dépenses militaires excessives ont causé la chute de nombreux empires selon Ray Dalio. Et augmenter les recettes d'un autre trillion grâce aux tarifs douaniers. Sur X, tout le monde parle de tarifs comme si c'était une catastrophe. En réalité, c'est une mesure légitime et très positive pour les USA. Ici, on peut voir sur la colonne de gauche le déficit commercial des USA avec chaque pays, uniquement sur les biens physiques et non pas les services. Et sur la colonne de droite du tableau de Trump, on peut voir ce que Trump veut imposer, soit 10% minimum, soit la moitié du déficit. Ce ne sont pas les taux actuels, mais la vision tarifaire stratégique de Trump. Et pourquoi ça peut fonctionner? Parce que Trump sait que le monde entier continuera d'acheter américain pour les services, notamment la tech. Les USA ont les meilleures boîtes du monde, Microsoft, Google, Apple, Amazon. Et surtout, les États-Unis sont le plus gros marché de consommation de la planète avec 3 trillions d'imports par an. America First. Trump affirme que les USA se sont fait avoir pendant des décennies. Les USA payaient des droits énormes aux autres pays alors qu'eux-mêmes avaient les droits de douane les plus bas au monde. En plus de ça, les USA finançaient la protection militaire mondiale, jouant le rôle du gendarme mondial. Alors les médias n'ont rien compris. Ils répètent en boucle que Trump a fait chuter les marchés boursiers, mais ils ne voient pas la manœuvre stratégique, ou du moins ils font semblant de ne pas la voir parce qu'ils sont contre lui. C'est un super levier de négociation. Les autres pays ne peuvent pas répliquer. Pourquoi? Parce que les USA sont incontournables, c'est le plus gros consommateur. Et certains pays commencent déjà à plier, comme Taïwan, l'Inde, l'Israël, le Vietnam, le Cambodge, qui envisagent d'abandonner leurs droits de douane envers les USA. Les prix pourraient augmenter, c'est vrai, mais Trump prévoit déjà la solution. Les entreprises étrangères peuvent créer une filiale d'importation aux USA ou exporter leur production aux USA. Pourquoi?
Pour payer moins d'impôts sur les sociétés, on passerait de 21% aux USA à 15% avec la nouvelle politique de Trump, contre 22% en moyenne en Europe par exemple, 25% en France ou 30% en Allemagne, ce qui limiterait la hausse des prix de vente. Résultat, on vise une croissance locale assurée. Plus de production aux USA, plus d'emplois, plus de rentrées fiscales. Et Trump veut aller plus loin en supprimant les régulations pesantes et inutiles, en libérant les entreprises. Il vise à créer l'âge d'or des USA. Un pays doit être dirigé comme une entreprise, et Trump est un très bon entrepreneur. Avec ses politiques actuelles, il va permettre de moins taxer les entreprises pour leur permettre de grossir, et ainsi rendre le pays rentable. Et il envisage même, grâce à ces mesures, de supprimer l'impôt sur le revenu pour les particuliers. Et oui, si on taxe les étrangers, on peut moins taxer les locaux. On est sur une vision diamétralement opposée à l'Europe qui fait tout son possible pour réduire en esclavage ses citoyens. En résumé, les médias tapent sur Trump mais ne comprennent pas son plan. Il veut rééquilibrer le pays, le rendre rentable, sans guerre, sans surendettement et en réindustrialisant l'Amérique. À court terme, le marché craint que cette politique n'entraîne une hausse de l'inflation, donc que la Fed doive maintenir des taux élevés, ce qui continuerait de rendre difficiles les crédits, donc moins de production, moins de consommation, moins de croissance économique. Alors, tout le monde parle de récession. La psychologie de masse crée de la peur et les investisseurs se retirent parce qu'on leur a mis dans la tête qu'une récession va arriver. Alors, les marchés sont en chute. On a vu le S&P 500 chuter de 21% et le Nasdaq perdre 25%. Mais ça n'a rien d'anormal. En réalité, les actions tech étaient surévaluées et elles demandaient à corriger. Elles représentent une part significative des indices, d'où cette chute. Souvenez-vous, en 2017, Trump avait déjà mis en place des tarifs douaniers ciblés, notamment sur l'acier et l'aluminium, dans le but de protéger l'industrie américaine. À l'époque, l'impact sur les marchés avait été modéré. Pas de crash majeur, juste une petite tension. Quant à l'inflation, elle avait atteint un pic en mars 2017, donc peu de temps après l'arrivée de Trump. Mais c'est principalement dû à la hausse des prix de l'énergie et une croissance économique soutenue. Pas à cause des tarifs douaniers. En 2025, le scénario est beaucoup plus agressif. Les nouveaux tarifs sont larges, touchant une immense partie des importations américaines. Résultat, choc sur les marchés, crainte de récession et risque de voir l'inflation repartir à la hausse. En résumé, les deux stratégies partagent la même philosophie America First, mais la portée et les conséquences économiques sont très différentes. Et aujourd'hui, il semble que le marché ait déjà pricé cette hypothèse de récession. Le S&P 500 vient de connaître un joli rebond sur un support qu'on avait identifié dans Réussir en crypto. Le 9 avril 2025, le président Donald Trump a annoncé une suspension de 90 jours des surtaxes douanières dites réciproques pour la plupart des pays, tout en augmentant les droits de douane sur les importations chinoises de 125%. Cette décision fait suite à des turbulences sur les marchés financiers et à des pressions de la part de plus de 75 nations cherchant à négocier. Les marchés boursiers ont réagi positivement à cette annonce avec une hausse notable des principaux indices américains. Et oui, le but de l'annonce de Trump était aussi d'obtenir de nouveaux accords commerciaux avec les étrangers en leur imposant de réduire ou de supprimer leurs taxes qu'ils imposent aux exports américains. Une première victoire pour Trump. Malgré cette suspension temporaire pour la majorité des pays, les tensions commerciales avec la Chine se sont intensifiées en raison de l'augmentation significative des tarifs sur ces produits. On a donc 5 grandes conséquences. La première, c'est une montée des tensions commerciales. Cette décision est perçue comme une attaque économique directe. La Chine pourrait répliquer en imposant ses propres taxes, en limitant l'accès des entreprises américaines à son marché ou même en favorisant ses rivaux géopolitiques. Deuxième conséquence, une pression accrue sur l'économie chinoise. La Chine exporte des centaines de milliards vers les États-Unis. Avec des tarifs aussi élevés, ces produits deviennent beaucoup moins compétitifs. Résultat probable, une baisse des exportations et donc un ralentissement de la croissance pour la Chine. Troisième conséquence, une réponse monétaire de Pékin. Pour compenser, la Chine pourrait dévaluer le yuan, injecter des liquidités dans son économie, baisser ses taux d'intérêt, surtout si le dollar se calme et venait à chuter lui aussi. Cela permettrait à la Chine de rester compétitif malgré les tarifs. Quatrième conséquence, un changement dans les chaînes d'approvisionnement. Les entreprises chinoises pourraient délocaliser leur production dans d'autres pays asiatiques comme le Vietnam ou le Cambodge. Ou ouvrir des filiales aux États-Unis pour contourner les taxes. Et enfin, cinquième conséquence, c'est la volatilité sur les marchés. À court terme, cette tension pourrait provoquer des mouvements brusques sur les marchés. Mais à moyen terme, cela pourrait être un levier stratégique pour forcer la Chine à négocier. En résumé, cette annonce marque un tournant dans la relation économique USA-Chine et le monde entier regarde comment Pékin va répondre. La Chine est actuellement déjà contrainte d'imprimer de la monnaie ou d'assouplir sa politique monétaire pour compenser un choc externe. La Chine est actuellement contrainte d'imprimer de la monnaie, donc d'assouplir sa politique monétaire pour compenser un choc externe, donc la guerre commerciale, et un choc interne, la croissance faible qu'elle connaît depuis quelque temps déjà, tout en soutenant ses finances publiques fragilisées. PS,
En 2017, la Chine a augmenté sa masse monétaire de 8,2%, participant grandement à la croissance de la masse monétaire globale, ce qui avait propulsé les marchés dont les cryptos. Deuxième section, alors, est-ce qu'on s'attend à une récession ou pas? Voici ce que disent ces indicateurs. On commence avec le PIB. C'est l'indicateur central de la santé économique d'un pays. Une récession, techniquement, c'est quand le PIB chute 2 trimestres de suite. Mais attention, le PIB est un indicateur retardé, donc pas idéal pour anticiper. Alors on regarde les indicateurs avancés. Premier d'entre eux, l'indice ISM manufacturier. Quand il est sous 50, c'est qu'il y a une contraction du secteur industriel. Et en mars 2025, il est à 49. Mais il consolide en bas depuis longtemps. Nous n'avons pas encore connu la phase croissante du cycle économique en cours. Le message est clair, l'industrie américaine est au ralenti. Autre signal avancé, la confiance des consommateurs. En mars, elle a chuté de plus de 7 points, tombant à 92,9, le plus bas niveau depuis 4 ans. Les gens s'inquiètent, surtout à cause des tarifs douaniers et de l'inflation. Et moins de confiance, c'est souvent moins de consommation, donc moins d'activité économique. Passons maintenant au marché du travail. Côté positif, en mars, 228 000 emplois ont été créés, bien au-dessus des attentes. Mais en parallèle, le taux de chômage est monté à 4,2% contre 4,1% le mois précédent. Ce décalage montre que le marché du travail reste solide, mais commence à montrer des signes de fragilité. Un autre indicateur important, la courbe des taux d'intérêt. Quand les taux à 2 ans deviennent supérieurs à celui du taux à 10 ans, on parle d'inversion de courbe. Et ça, historiquement, c'est l'un des meilleurs prédicateurs de récession. Aujourd'hui, la courbe n'est pas inversée, mais elle est très plate. 4,2% pour les 10 ans et 3,8% pour les 2 ans. Ça reflète l'incertitude des marchés, alors que conclure? D'un côté, on a un PIB en contraction, une industrie au ralenti, une croissance des ménages en chute libre. De l'autre, on a un marché de l'emploi encore dynamique, mais un chômage en légère hausse. Et une courbe des taux qui se tend. Verdict, le risque de récession est bien réel. Mais la chute des marchés peut provoquer le pivot de la Fed et faire rebondir l'économie avec force. Et c'est ce qu'on attend, car nous ne sommes qu'au début de la phase croissante de notre cycle économique de 4 ans. Une fois que la Fed baisse ses taux, la confiance revient, faisant rebondir les marchés. Et avec un différé, on imprime, on injecte un tsunami de liquidités dans les marchés pour finir l'année en propulsant les crypto-monnaies. Parce que la Fed veut éviter que la récession ne s'aggrave, protéger l'emploi et les marchés, maintenir la confiance avant qu'il ne soit trop tard, et la Fed a souvent baissé ses taux avant qu'une récession soit officiellement confirmée. Pourquoi? Parce que les données officielles sur le PIB et la récession arrivent toujours en retard et le marché va déjà le pricer en amont, souvent plusieurs mois après les faits. La Fed elle agit préventivement en se basant sur des indicateurs avancés, marché, emploi, confiance, consommation. En 2001, la Fed commence à baisser ses taux en janvier, 3 mois avant que la récession ne soit officiellement déclarée. En 2007-2008, la Fed commence à baisser ses taux dès septembre 2007, alors que la récession ne sera reconnue qu'en décembre 2007. En 2020, dans le crash de la grippe, la Fed coupe les taux brutalement en mars, avant même que la contraction du PIB ne soit officielle. On s'attend donc à un pivot de la Fed à la prochaine réunion début mai. De plus, en réalité, les conditions financières n'emmènent pas vers une récession. Elles s'améliorent avec des mois d'avance. C'est comme un remake de 2017, ce qu'on voit actuellement. La correction actuelle est due au délai entre les conditions financières qui étaient moins bonnes au dernier trimestre 2024 et il semblerait que les marchés et Bitcoin viennent déjà de presser toute cette peur. Et quand Trump a été élu en 2017, on avait les mêmes conditions de marché, c'est-à-dire un dollar fort qui commence à chuter et ça peut durer 1 an cette chute, comme en 2017, une inflation qui a trouvé son sommet en mars 2017, là on voit que Trueflation est déjà très encourageant avec une énorme baisse, donc on s'attend à une très belle année 2025 pour les marchés. Rien que l'annonce potentielle de la fin du quantitative tightening suffirait à générer un rebond des marchés. Le QT ou quantitative tightening, c'est la phase où la Banque centrale américaine vient retirer des liquidités de l'économie. Pour le moment, c'est encore cette configuration, mais elle pourrait faire demi-tour bientôt. On se souvient qu'en 2021, le marché avait connu un sommet très tôt sur les crypto-monnaies. Pourquoi? Parce qu'on avait commencé à imprimer de la monnaie justement très tôt, en mars 2020, suite à la crise sanitaire. Et en 2025, on pourrait voir l'inverse, finalement, une impression qui soit tardive. Donc le quantitative tightening devrait s'arrêter cette année, les taux baisseront progressivement et la liquidité va revenir dans le système. Résultat, un cycle haussier qui pourrait durer plus longtemps que prévu, en allant peut-être jusqu'à début 2026. Autre élément important, le dollar s'affaiblit. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour les marchés étrangers qui respirent mieux quand le dollar baisse, mais aussi pour les États-Unis eux-mêmes car cela facilite le refinancement de la dette et aussi l'export. C'est aussi positif pour la Chine. Un dollar plus faible lui permet d'imprimer de la monnaie elle aussi et donc de dévaluer le yuan sans perdre trop de compétitivité face au dollar.
En réalité, quand le dollar est élevé, les autres banques centrales ne peuvent ni baisser leurs taux ni imprimer massivement, sinon elles risquent de trop affaiblir leur devise face au dollar et de perdre en puissance économique. Mais dès que les États-Unis baissent leurs taux, les autres pays peuvent suivre. Et pour les marchés mondiaux, c'est un feu vert. Car n'oublions pas, les marchés sont profondément corrélés à la liquidité. Quand la liquidité revient, les actifs risqués montent. Et à aparté, en 2024, il y avait beaucoup de main-d'œuvre étrangère, donc une forte productivité aux USA. Mais avec les déportations actuelles, on ne sait pas trop dire comment elles vont se goupiller, on a de moins en moins de main-d'œuvre étrangère, donc potentiellement moins de production à venir, avant que l'IA n'arrive pour générer une hypercroissance d'ici 2030. Donc pour compenser ce manque de productivité potentielle et donc une croissance ralentie, on va avoir besoin d'injecter des liquidités dans l'économie, avec plus de monnaie pour soutenir la croissance. Résultat, plus d'impression monétaire à venir si on continue de déporter les étrangers qui travaillent aux États-Unis. Pour revenir aux liquidités, Bitcoin et le Nasdaq ont 10 à 12 semaines de retard sur la masse monétaire mondiale. On voit la M2 rebondir depuis 11 semaines. On s'attend donc à un rebond imminent sur les marchés, sur Nasdaq et sur Bitcoin. Et d'ailleurs, on voit que le pattern actuel de la masse monétaire, c'est le même qu'en 2017. Donc 2017 se répète. La masse monétaire mondiale suit exactement la même pattern. On s'attend donc à beaucoup d'impression monétaire et donc une énorme parabole sur les marchés en 2025. À chaque cycle, quand on voit un breakout dans les liquidités, on commence la parabole, la banana zone comme dit Raoul Pal. J'en ai beaucoup parlé de cette banana zone sur les réseaux. Alors, depuis 2 mois, j'ai reçu des tonnes de critiques sur les réseaux, des tonnes de commentaires de personnes impatientes et qui ne comprennent pas finalement ce cycle, se croyant malins en m'envoyant « Alors, elle est où cette banane ?» Eh bien, la voici. Soyez patients. On est actuellement en train de consolider dans la première grande correction qu'on voit habituellement dans cette banana zone, dans le bull run. Les choses sérieuses n'ont même pas encore commencé et tout le monde panique déjà. Donc pour les cryptos, le meilleur reste à venir. Alors oui, on a vu beaucoup de prises de profit en décembre et les altcoins n'ont encore rien donné, mais patience. Donc pour la suite et les analyses à venir, je vais m'appuyer sur le travail et les graphiques de Raoul Pal, puisqu'il dispose d'un indicateur fait maison qui sait indiquer finalement la direction du marché avec 2 mois d'avance. C'est l'indice GMI, qui considère le prix des commodités, des obligations et le dollar pour définir où va aller le marché à court terme, du moins les conditions de marché. Donc avec 3 mois d'avance sur Bitcoin, on peut donc deviner ici une croissance à venir. Et cet indicateur, il a même 9 mois d'avance sur l'ISM, qui lui a un impact direct sur Bitcoin. Mais c'est quoi l'ISM ? Le cycle économique suit une dynamique de 4 ans, et l'indicateur principal de ce cycle, c'est l'ISM, l'indice manufacturier. Aujourd'hui, l'ISM est encore bloqué en bas, ce qui reflète un ralentissement. Mais pourquoi il ne remonte pas encore ? Parce que les taux ne sont pas encore descendus. L'économie est encore sous pression monétaire. L'administration Trump veut voir l'ISM repartir. Pour ça, elle pousse le programme Doge, donc pour réduire les dépenses publiques, elle pousse également les tarifs douaniers et une baisse d'impôts. Quand le dollar monte, les exportations deviennent plus chères, ce qui pèse aussi sur l'ISM. Mais dès que les taux baisseront et que le dollar se détendra, l'ISM pourra repartir et ce sera le début du nouveau cycle haussier. On voit donc que l'indicateur GMI insinue que l'ISM va monter. Bitcoin et les marchés financiers sont extrêmement corrélés à l'ISM et quand l'ISM passe les 50 en rebondissant, c'est le moment où Bitcoin décolle. La surperformance des altcoins est également très corrélée à l'ISM, comme au dernier cycle. On s'attend à ce que les altcoins surperforment très largement Bitcoin en 2025, en démarrant sous peu pour aller chercher une saison des altcoins en fin d'année. Raoul Pal fait une projection sur l'ISM en indiquant qu'il peut arriver vers 56 sur ce cycle. Il fait le parallèle entre le niveau de l'ISM et une projection logarithmique sur Bitcoin. Et on peut voir que sa projection mènerait à un BTC entre 200 000 et 400 000 dollars sur le prochain sommet à méditer. Troisième section, où va Bitcoin à court terme? Alors quand la banana zone va vraiment commencer? Eh bien on est en train de consolider en survente et au dernier cycle on avait beaucoup de corrections importantes. Pour le moment tout le monde panique mais quand le marché aura enfin rebondi vous aurez tous oublié cette correction de 32% qu'on vient de connaître sur Bitcoin et qui est tout à fait habituelle. En 2017 on avait connu 6 corrections de 38%. Donc à très court terme, on a encore beaucoup de liquidités qui attendent vers 65 000 à 72 000 dollars. Et ça m'étonne qu'on ne soit pas allé les chercher encore. On pourrait encore y aller sans garantie avant de pouvoir rebondir durablement. Tout va dépendre de la direction dans laquelle nous tirent les marchés boursiers. Sur le cycle en cours, on est déjà dans la 6e correction de plus de 20%. Les 3 dernières fois que le RSI était en survente en échelle 2 semaines, nous avons marqué des creux majeurs. Et voici le rebond moyen connu après ces 3 rebonds et donc la direction que peut prendre le marché. Cette projection donne un Bitcoin à environ 140 000 dollars d'ici juin pour aller chercher notre pic suivant avant la 2e correction de la banana zone. Si on fait une projection simple aussi avec les extensions de Fibonacci, 140 000 dollars correspond à la prochaine garage zone, là où le prix s'arrête habituellement quand il y a un rebond. On trouve cette garage zone en traçant un retracement sur la dernière chute de 109 à 74 000 dollars.
Avec ces deux projections simples, on peut spéculer sur le fait que Bitcoin a cherché un prix autour des 140 000 $, peut-être d'ici juin. Quatrième section, passons en revue mes indicateurs on-chain. En décembre, nous avons vu d'importantes prises de profit à des niveaux équivalents aux précédents sommets de cycle. Alors oui, si on s'appuie que sur ces deux indicateurs, on peut penser qu'un sommet vient de passer. Nous avons eu une période prolongée où 95% du marché était en profit et le ratio des profits réalisés était similaire au dernier sommet. D'où ma vidéo YouTube début janvier où j'annonçais un retour vers 75 000 $. Mais nous venons de voir que nous ne sommes qu'au milieu du cycle économique de 4 ans. Et on peut voir avec les indicateurs on-chain que j'utilise que nous sommes loin des niveaux de sommet en termes d'échange entre les long-term holders et les short-term holders, ceux qui sont arrivés il y a longtemps et ceux qui sont arrivés récemment. Aussi, les indicateurs de psychologie sont loin d'avoir démontré une euphorie. L'attention du grand public a été très faible, nous n'avons eu que très peu de nouveaux abonnés sur les chaînes YouTube crypto. Les moyennes mobiles habituellement touchées sur ces sommets sont encore loin. On parle d'un x2 minimum pour Bitcoin et PS, l'indicateur que vous voyez ici, c'est un indicateur fait maison que j'ai construit moi-même, qui n'est pas disponible sur Internet, qui n'est dispo que dans Réussir en crypto. Maintenant qu'on a vu que presque aucun indicateur ne justifie un sommet de cycle, voici un point très important. On est en train de construire les conditions pour créer un énorme choc d'offres. Je te rappelle qu'il n'y a pas assez de Bitcoin pour tous les millionnaires, que rares seront ceux qui vont disposer d'un Bitcoin entier à l'avenir et que sur les 20 millions de Bitcoin en circulation, seulement 10% sont liquides et disponibles sur les plateformes d'échange, comme on peut le voir sur mon indicateur ici. Et pour le reste, il faut savoir que 1 million sont sur le portefeuille de Satoshi Nakamoto, le fondateur, et n'ont jamais bougé. 4 millions sont estimés comme perdus. Et les autres, donc les 15 millions restants, sont soigneusement conservés par nous, les long-term holders, qui n'avons absolument pas l'intention de vendre nos bitcoins dans les 10 prochaines années au moins. Pendant que la quantité en circulation diminue, les long-term holders accumulent fortement. Et les baleines aussi, comme tu peux voir sur les deux indicateurs ici. Et toi, tu fais quoi en ce moment? Est-ce que tu paniques? Est-ce que tu revends peut-être à perte? Ou est-ce que tu continues d'accumuler du bitcoin? Et les altcoins dans tout ça? Eh bien pour le moment, on est toujours en Bitcoin season. Tout le monde sur Internet dit qu'il n'y aura pas d'alt-season sur ce cycle, que c'est un scam, qu'on s'est fait avoir, etc. L'alt-season, ça arrive en fin de cycle, donc ça n'a pas pu arriver. Maintenant, on n'a pas encore vu assez d'injection de liquidité et on n'est pas encore avancé dans le cycle économique. Il faut aussi savoir que cette année, sur ce cycle, les capitaux et l'attention sont très dispersés, très dilués. Donc, il va falloir se concentrer, à mon sens, sur les leaders pour la suite. Et Ethereum dans tout ça? Eh bien, pour le moment, Ethereum se porte pas très bien. Bon, c'est pas catastrophique, ça veut dire que pour le moment, Ethereum, il s'appuie sur des niveaux de support historiques, donc sur l'accumulation qu'il a fait en 2022, mais c'est vrai qu'il a corrigé plus que Bitcoin et que les gens perdent confiance en fait en Ether. Pourtant, il n'y a vraiment pas de quoi. La raison pour laquelle Ethereum s'est mal comporté sur les derniers mois, c'est parce qu'il a eu une pression vendeuse en fait de la part des ETF. À partir de juillet 2024, sont sortis les ETF, et vu qu'il y avait des rendements plus intéressants sur les nouveaux ETF que sur ce que proposait déjà Grayscale qui en possédait beaucoup, Grayscale s'est mis à liquider ses Ethers et en vendre beaucoup, ce qui a fait vraiment une grosse pression vendeuse sur Ethereum et qui ne nous a pas aidé. D'où le sentiment négatif qu'on a eu jusqu'ici. Et aujourd'hui, tout le monde est trop pessimiste par rapport à Ether. Il faut se rappeler que c'est la plus grande infrastructure en crypto-monnaie, l'infrastructure de la DeFi, de la tokenisation, de l'IA. Et Ethereum, aujourd'hui, c'est encore 54% de part de marché. C'est 54% de toute la total value lock, donc l'argent verrouillé sur des contrats intelligents sur la blockchain. Donc vraiment, Ethereum n'a pas de raison de disparaître. Il faut arrêter cette peur qu'on a sur Ethereum, qu'on voit d'ailleurs à chaque cycle, à ce moment, quand Bitcoin avance et Ethereum fait du surplace. Ethereum aura son heure de gloire. Pour ce qui est de Solana, c'est sensiblement la même chose. C'est-à-dire que Solana, aujourd'hui, ce n'est pas un petit projet, c'est 7% de part de marché, 7% de la TVL. Et on a vu que Solana avait une expérience utilisateur bien meilleure qu'Ethereum, avec des frais réduits et des outils plus pratiques comme le wallet Phantom. On peut en fait considérer que Solana n'est pas mort non plus, c'est juste une grosse infrastructure qui a connu beaucoup de hype grâce au meme coin en 2024. Et vu que les meme coins se font défoncer depuis quelques mois, bien évidemment, l'intérêt pour Solana diminue et la spéculation sur Solana diminue aussi. Donc à court terme, il est vrai que les graphiques d'Ethereum et Solana face à Bitcoin sont plutôt bearish. Donc il semblerait que Bitcoin soit encore plus fort sur les quelques semaines potentiellement qui viennent face à Ether et Solana. Mais il y a des chances quand même que sur la suite du cycle, Ether et Solana viennent à surperformer Bitcoin d'ici. Et pour le reste, les autres cryptos, il va falloir que tu les sélectionnes méticuleusement. C'est ce qu'on fait nous pour nos membres dans Réussir en crypto. Depuis 3 ans, on a analysé plus de 250 projets. On a fait des analyses fondamentales très poussées pour nos membres. Si ça t'intéresse et que tu veux savoir comment on procède et accéder à notre watchlist, regarde le lien que j'ai mis juste en dessous. Je t'ai mis un lien vers ma masterclass qui t'en dira un petit peu plus. 5e section, la psychologie. Actuellement, en macro, tout le monde est bearish, et en crypto aussi d'ailleurs. Et en fait, quand le marché est vraiment short à ce point, les gens sont sous-exposés au marché et sous-exposés aux cryptos. Tout le monde a vraiment peur de ce qui peut arriver dans les prochaines semaines. Donc tout le monde est bearish. Et là, comme tu peux le voir sur les indicateurs juste ici, les niveaux de peur qu'on connaît actuellement, c'est ce qu'on a connu dans la crise des subprimes, dans la crise de la grippe et dans des moments vraiment de correction très fortes. Donc ça démontre en fait qu'on pourrait connaître un rebond imminent et assez violent.
Donc fais attention au narratif sur X qui pourrait te tirailler, tout ce qui est tarifs, Trump, le crash des marchés, etc. Les datas montrent autre chose. Tout le monde est bearish alors que les conditions financières s'améliorent et qu'on est en train de repartir avec la masse monétaire mondiale. On ne peut pas avoir des multiples à la hausse en crypto-monnaie sans volatilité et sans d'énormes corrections. Sois patient. Ne laisse pas tes émotions ou du moins tes profits et tes pertes dicter ta psychologie. Considère les datas pour prédire le futur et rester logique. D'ici, le mieux que tu puisses faire, c'est vraiment de couper le bruit. Fais en sorte que ton portefeuille soit fait, continue d'accumuler, puis pose le téléphone, vois long terme et suis ton plan d'action. Moi, personnellement, je continue d'accumuler les cryptos ici, mes favorites et surtout du Bitcoin pour le moment. Et je suis prêt avec mon plan d'action pour revendre quand on arrivera en sommet de cycle, probablement à la fin de l'année ou début 2026. Donc, quand mes indicateurs me montreront qu'on est en sommet de cycle et qu'il faut que je revende progressivement, à ce moment-là, je suivrai mon plan d'action qui est très précis. En résumé, tu l'as compris, Bitcoin se trouve sur un niveau de support important et donc potentiellement une opportunité d'achat pour le long terme. En ce qui concerne les altcoins, tant que la macro n'a pas vraiment confirmé une consolidation ou un rebond, ça reste encore un petit peu risqué. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas accumuler les altcoins de qualité ici. À toi de bien les choisir. Et pour la suite, tu as compris qu'on s'attend à une belle poussée parabolique sur l'année 2025, peut-être jusqu'à début 2026. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu en as tiré un maximum de valeur. Si tu veux aller plus loin, tu as sous la vidéo le lien de ma masterclass. Elle est gratuite, je t'y explique ma méthode avec laquelle je vise à faire un x20 sur le cycle en cours et je me ferai un plaisir de te retrouver de l'autre côté. Sinon, on se revoit ici sur ma chaîne YouTube le mois prochain pour ma prochaine vidéo d'analyse de marché. En attendant, je te souhaite une bonne journée et surtout, je te souhaite de tout cœur de réussir ce cycle en crypto-monnaie. Ciao ciao.